Dr Nicolas Esposito est directeur de la recherche ici au Gobelin et responsable du laboratoire Ergodesign Lutin-Gobelin lancé par lui en 2013. Il est docteur de l'Institut Polytechnique de Grenoble et ingénieur en informatique de l'UTC avec un mineur de philosophie. Nicolas Esposito s'intéresse au processus de réalisation d'un produit depuis sa conception jusqu'à son utilisation. Ce processus qui pose les problèmes des interactions homme-machine ou de l'expérience utilisateur exige des tests et couvre un large champ, logiciels, applications, jeux vidéo, création artistique, objets connectés. Nicolas partagera avec nous comment les tests utilisateurs peuvent prendre une forme légère, s'intégrer dans la vie de l'entreprise, quelle que soit sa taille, tout en permettant de révéler les changements à apporter pour améliorer la conception en cours du produit. C'est en parlant de ces expériences que Nicolas nous montrera comment les tests pratiqués dans l'entreprise permettent non seulement d'améliorer la conception des produits, mais aussi rendre les tests utilisateurs faisables et accessibles pour un grand nombre de structures. J'ai un micro. Merci Inès, merci beaucoup pour l'introduction qui, là aussi, me permet d'aller directement dans le contenu. Je vais juste vérifier que ça fonctionne. Oui. Je précise qu'il va y avoir des vidéos avec du son, donc peut-être à un moment ça va être trop fort ou pas assez fort. D'accord. Et je termine par tester ça. Ça fonctionne bien, c'est parfait. On peut y aller. Impeccable. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est effectivement ce sujet dont on a donné le nom un certain nombre de fois. Ah, par contre, je vois que ma police de caractère n'apparaît pas et donc il y a sûrement des sauts de ligne qui ne vont pas être au bon endroit. Dommage. On va parler des tests et en particulier des tests utilisateurs, qui est une activité qu'on peut avoir dans le champ de l'évaluation. Et ce que je vous propose, avant de vous proposer une visite du labo, prévue d'une part à 16h et d'autre part à 16h30. Vous vous êtes peut-être inscrit sur les listes qui sont juste là derrière. C'est de vous dire quelques mots sur le labo d'Ergodesign pour le situer globalement au niveau du contexte et des activités. Ensuite, parler de cette approche légère, qu'est-ce que ça veut bien signifier et comment ça se passe. Et puis, des exemples de changements apportés, tels qu'Inès vient d'en parler, c'est-à-dire tant sur les projets en cours que sur les stratégies des entreprises qui sont amenées à nous demander d'en faire. Donc, on se situe à l'école où nous sommes et on a lancé en 2013 avec le laboratoire Lutin, le labo d'Ergodesign Lutin-Gobelin, avec l'ambition d'apporter une expertise liée à l'évaluation de l'expérience utilisateur, mettant en œuvre un certain nombre d'activités, notamment les tests utilisateurs. Donc c'est un lieu, je vais y arriver, hop. C'est un lieu convivial, comme vous pouvez le constater sur cette photo. On y reçoit beaucoup d'étudiants et de stagiaires de formation continue qui viennent au labo pour réaliser les tests utilisateurs de leur projet. Néanmoins, il y a pas mal d'autres activités, comme ce schéma le montre. Donc on était ici avec des tests. On travaille pour des clients de notre écosystème. On travaille dans le cadre de projets de recherche et développement. Et on a des activités, notamment au niveau de la recherche, qui peuvent aller jusqu'à des thèses de doctorat. Les sujets sont effectivement, comme le disait Inès, très variés. Il me faudrait peut-être des heures avec plein d'exemples pour couvrir les différents sujets qu'on aborde. Là, par exemple, les objets connectés ne sont pas représentés, mais j'en ai quand même pris quelques-uns avec beaucoup de contenus et d'applications qu'on peut trouver simplement sur un écran d'ordinateur. Là, par exemple, on a un jeu vidéo en réalité virtuelle. On a ici une application mobile, un livre numérique enrichi. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à la variété de ces projets, c'est que ça nous amène à nous reposer la question de la mise en œuvre de ces tests quasiment à chaque fois.
Les étudiants de l'école en particulier sont très créatifs et ils nous amènent des projets avec à chaque fois plein de nouveautés. Et à chaque fois, on est obligé de se demander comment on va valider, comment on va répondre aux questions que se posent les étudiants. Et le fonctionnement général est assez simple. C'est une boucle qui ressemble à peu près à ça, avec un écosystème dont je parlais, avec différents types de partenaires, de clients. Ça peut être des entreprises, des universités, d'autres laboratoires. On est très intéressé par leurs problématiques, à partir desquelles on peut lancer des projets de recherche qui nous amènent à des résultats qu'on va publier soit de manière académique, soit de manière, on va dire, professionnelle, par exemple avec des fiches. Et on reboucle par le biais de communication. On a pour cela un séminaire de recherche où on fait justement dialoguer entreprises et laboratoires. Et donc dans ce cadre-là, les tests utilisateurs au labo d'Ergodesign sont très nombreux. Je pourrais vous montrer tout à l'heure l'endroit, le matériel, globalement comment ça se passe. Et je pense que par rapport au titre là, c'est important de détailler quelques mots. On voit approche, on voit légère. Test utilisateur, j'en ai parlé, mais on peut peut-être aussi dire de quoi il s'agit en général. Pourquoi je dis approche et pas méthodologie? Parce que justement, on ne va pas appliquer une méthodologie qui sera écrite et on ne va pas dérouler, pour le dire simplement, une recette. On va prendre des éléments méthodologiques qu'on va mettre bout à bout en fonction d'un résultat, d'un objectif qu'on attend. Ensuite, pourquoi je vous présente cette approche de manière légère? Parce que c'est celle qui nous est le plus demandée. On met en œuvre d'autres approches, notamment des approches beaucoup plus lourdes, dans des contextes de recherche notamment, où on ne va pas demander à 5, 10, 15 ou 20 participants de venir à nos tests, mais parfois ça peut être plusieurs centaines. Et là, l'approche légère, elle nous est demandée régulièrement, notamment par rapport à des besoins d'entreprises qui ont besoin de valider assez rapidement ce sur quoi ils ont travaillé au niveau de la conception. Et ensuite, un test utilisateur. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion, on ne va pas tester des utilisateurs. C'est un gros malentendu qu'il y a dans le domaine. Si on regarde cette photo qui est issue d'un test, le cobaye, pour le dire simplement, ça n'est pas la participante qui est ici, c'est l'application mobile qui est en route. Donc c'est une forme d'expérimentation où on a des participants qui viennent nous aider à tester quelque chose. Et pour cela, on leur demande successivement, un par un, de dérouler un scénario et ensuite de répondre à nos questions pour nous faire des retours. Alors à quoi ça peut ressembler au niveau du contexte? Là j'ai pris un exemple et tout ce que vous allez voir ensuite, ça ne sera qu'un ensemble d'exemples, un panorama, puisque effectivement, comme je le disais en introduction, à chaque fois on va aller prendre des éléments méthodologiques en fonction des objectifs du test. Plaçons-nous dans un projet où on aurait 3 tests avant une version 1 avec des niveaux de fidélité différents pour les prototypes. Zoomons sur le test sur un prototype fonctionnel et voyons que, en général, dans ce genre d'approche, on a 3 grandes étapes: la préparation, la passation du test, puis l'analyse. Les éléments fondamentaux à bien avoir en tête, c'est premièrement le protocole, dans lequel on va justement préciser comment on va travailler. Et il y a des protocoles qui se ressemblent, des protocoles qui sont très différents parce que la nature du projet le nécessite. Et il y a un autre élément crucial, c'est le recrutement des participants qui est souvent minimisé dans l'effort que ça peut représenter et le temps que ça peut représenter. Ensuite, on a organisé le test et nos utilisateurs, nos participants viennent dérouler les scénarios et répondre à nos questions. Ensuite, on analyse les résultats et puis on fait la restitution. Ça, c'est le cadre général. Et puis, c'est un exemple de processus. Regardons un petit peu maintenant ce qu'on va pouvoir définir dans le cadre de ce protocole et quels sont les exemples d'éléments qu'on va pouvoir
juxtaposés pour dérouler un test utilisateur de manière légère. Et j'en profiterai au fur et à mesure pour expliquer en quoi c'est une approche légère. J'ai déjà dit, par exemple, que ça pouvait concerner un nombre plus faible de participants que dans un contexte académique qui serait plus exigeant. Alors, j'ai choisi de faire cette représentation graphique avec cette forme esperluette ou e-commerciale comme moyen mnémotechnique pour cette navigation dans ce repère. Le plus simple, c'est de commencer par les outils méthodologiques qui sont mis en œuvre successivement. On ne rentre pas ici dans le détail, on a juste l'essentiel avec un questionnaire pré-test sur le profil du participant. C'est fondamental, pas simplement pour savoir si oui ou non il correspond bien aux utilisateurs visés, mais on a besoin d'avoir des informations sur un certain nombre de niveaux de pratique pour avoir notamment son niveau d'expertise par rapport à telle ou telle orientation. C'est très très utilisé ensuite pour l'analyse. Les activités proprement dites de test ensuite ont lieu. Et donc là, de notre côté, on va observer. On revient vers l'outil questionnaire avec une orientation sur l'appréciation. Et on a aussi une partie entretien avec des questions plus ouvertes sur le ressenti. Et après, on va avoir la possibilité d'analyser notamment pas mal de traces laissées à l'occasion du parcours. Ça, c'est un exemple de passation. Ça peut être aussi simple que ça peut être plus compliqué. Par exemple, on peut tester une version A, passer à un questionnaire, revenir à une version B. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Maintenant, l'équipe, dans une approche légère, dans beaucoup de cas, on se limite à 3 personnes pour l'équipe de test. Qui sont ces personnes? Autour là, de la participante, on a le modérateur qui va être en contact permanent avec l'utilisateur, l'accueillir, lui poser les questions avant, lui donner les consignes, lui poser les questions après, le remercier, avec toujours des modalités bien particulières qu'il s'agit de définir et d'appliquer de manière égale pour tous les participants, en faisant bien comprendre que, là en l'occurrence, la participante ne vient pas pour être étudiée, elle vient pour nous aider à étudier une application mobile. Alors, qu'est-ce que je fais sur cette photo? Je vérifie que les données ont bien été enregistrées, je vous parlerai du matériel un petit peu plus tard, et je suis dans le rôle de l'expérimentateur. On a ici une observatrice qui remplit une grille d'observation et on a ici le commanditaire du test qui vient pour voir globalement comment ça se passe. Donc les 3 rôles de l'équipe de test, observatrice, modérateur et expérimentateur. Je le redirai à chaque fois et c'est pour ça que je l'écris aussi à chaque fois, ce sont des exemples. On peut enrichir et on peut essayer de réduire encore éventuellement. Ensuite, on va choisir le lieu. On peut se demander, est-ce qu'on va faire ça en labo? Donc là, c'est une photo un peu désordonnée prise au labo qu'on va voir tout à l'heure. Ou alors, on va aller sur place et ça va répondre à des contraintes et puis à des intérêts différents. Par exemple, en labo, on va contrôler les conditions. Par contre, ces conditions vont être moins naturelles que dans l'environnement de l'utilisateur. À l'opposé, l'environnement de l'utilisateur, lui, il va être fidèle sur le plan de l'environnement. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile de contrôler les conditions. Donc là, on a 2 extrêmes et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir dans quelle mesure on peut travailler entre les deux. Par exemple, en labo, là, on a une configuration très très simple, mais vous allez voir, si vous venez dans le labo, qu'on a un canapé, qu'on peut mettre un écran de télévision, on peut mettre des posters jeux vidéo, et on peut reproduire un salon de jeux vidéo plutôt qu'être simplement devant un écran. Autre exemple, on peut, dans l'environnement naturel, faire en sorte de contrôler beaucoup plus efficacement, enfin en tout cas de faire des efforts pour contrôler les conditions.
Il y a des moments où c'est compliqué. Par exemple, là, on est dehors en début d'après-midi, il faisait jour. En fin d'après-midi, comme ici, il faisait nuit. Donc les conditions ont changé. Mais il y a d'autres environnements où on peut davantage contrôler ce qui se passe, notamment, ça c'est vrai que ça joue énormément, en contrôlant les allées et venues dans un lieu. Donc typiquement, ça nous arrive d'aller chez des clients faire des tests en bloquant une salle de réunion. Donc ça n'est pas un labo, mais c'est un endroit où on va permettre de vraiment contrôler les conditions. Et puis on peut aller aussi dans des endroits où on va des environnements naturels pour les utilisateurs, où on va être un petit peu plus nombreux avec des personnes qui vont, par exemple, contrôler les entrées et les sorties. Ensuite, on va définir le nombre de participants avec qui on a envie de travailler. Et ça, c'est très lié à l'aspect léger, puisque on se base sur un ordre de grandeur qui est très souvent discuté, qui nous dit qu'avec 5 participants, on va, si on cherche des problèmes, en trouver un pourcentage assez élevé. Et c'est un juste milieu dans la mesure où si on en enlève un, tout de suite, on va perdre un pourcentage important. Si on en rajoute, ça ne va pas nous amener beaucoup de nouveaux problèmes découverts, mais par contre, ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et donc, c'est un élément de discussion intéressant à prendre en compte au départ. Et ensuite, on va potentiellement le multiplier. Par exemple, si on a 2 groupes de participants, on va le multiplier par 2. Ça va être un nombre minimal dans la mesure où si on n'en a pas 5 mais 4, on va trouver une solution alternative pour finalement exploiter les données de 5 personnes. Donc on multiplie par rapport au groupe, éventuellement par rapport aux versions qu'on a besoin de tester. Il y a différents aspects qui nous amènent à multiplier le nombre de participants. Et puis, il y a aussi le niveau d'exigence, c'est-à-dire que dans le contexte professionnel léger dont je vous parle là, on cherche effectivement ce juste milieu, mais il y a d'autres contextes où on a besoin d'utiliser des outils statistiques qui nécessitent la mise en œuvre de tests avec beaucoup plus de participants. Et là, très vite, on arrive à plusieurs dizaines de participants. Ensuite, on définit un des éléments vraiment cruciaux du protocole, c'est le scénario. C'est-à-dire les consignes qui vont être données successivement aux participants qui va réaliser les manipulations correspondantes. Alors c'est très variable, là encore. On peut avoir une consigne, par exemple pour un jeu vidéo, on va demander à un joueur de faire une partie, ça nous arrive de faire ce genre de test. On peut aussi avoir un nombre plus important de consignes qui vont être plus précises et qu'on va donner oralement au fur et à mesure. Ça peut être important dans certains cas. Et puis là, on a un exemple plutôt intermédiaire avec 6 consignes. Dans ce cadre-là, on va arriver à 10-15 minutes de manipulation et ça correspond bien à l'ordre de grandeur. Ce qui est important, c'est que ça doit être absolument séquentiel et ça doit être très précis. Là, j'ai mis 3 petits points à chaque fois puisque c'est juste un exemple. Mais si par exemple, il faut consulter quelque chose, on ne va pas dire consulter un article au hasard, on va préciser quel article il faut consulter. Parce que quand on va analyser ce qui se passe, on a forcément besoin de savoir quel est l'objectif de l'utilisateur à chaque instant. Sinon, on ne peut pas interpréter ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait qu'il y a des pièges dans lesquels on incite nos étudiants notamment à ne pas tomber. Comme par exemple des phases de découverte qui pourraient ajouter beaucoup d'ambiguïté. Ensuite, on définit le matériel qu'on va utiliser pour répondre aux questions qu'on va se poser. Les questions qu'on va se poser, on va le voir à travers les exemples qui viendront juste après. Et le matériel de mesure peut être un simple chronomètre, et ça c'est déjà très intéressant. On va pouvoir, comme on le verra tout à l'heure, obtenir beaucoup d'informations à partir de là. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est une simple caméra pour filmer ce qui se passe, ou alors enregistrer ce qui se passe sur l'écran. Mais nous, dans beaucoup de cas, ce qu'on rajoute, parce qu'on a le matériel, c'est des mesures oculométriques qui vont nous donner, comme on le voit sur les différentes vidéos, la position du regard. Et donc, ça nous donne accès à un niveau supplémentaire de compréhension des actions de l'utilisateur.
Et on peut les exploiter de différentes manières, soit dans des vidéos telles que celle-ci, soit avec des visualisations comme les cartes de chaleur que vous avez peut-être déjà vues. Et par le biais de l'étude de ces données oculométriques, on va pouvoir répondre à des questions. Par exemple, on va pouvoir répondre à des questions comme « Pourquoi ce bouton n'est jamais utilisé ?» Peut-être que c'est tout simplement parce qu'il n'est jamais vu, il n'a jamais été regardé par aucun participant. C'est un exemple. On peut le faire avec une barre qu'on met sous un écran, ou alors qu'on met dans un support pour appareil mobile, ou alors on peut le faire avec des lunettes oculométriques. Et à chaque fois, on a une vision de ce que voit le participant et on a en plus la position de son regard. Après les manipulations, on va poser des questions et pour ces questions, on utilise très souvent des échelles à 5 valeurs telles que celles que vous voyez ici. Alors vous voyez qu'on met 3 modalités en même temps pour que ça soit le plus explicite possible. Et ça nous apporte un niveau de détail suffisant par rapport aux questions qu'on pose en général. Avez-vous réussi à faire ceci ou alors avez-vous apprécié ceci? Il y a pas mal de points intéressants à développer à propos des questionnaires, notamment sur l'ordre des questions et les pièges aussi dans lesquels ne pas tomber. On ne va pas développer ici, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que les questions comme ça, fermées avec des échelles à 5 valeurs, elles sont dans la plupart du temps complémentaires avec des questions ouvertes. Et donc, on va très souvent illustrer avec les réponses aux questions ouvertes les valeurs quantitatives qu'on a sous cette forme-là. Quand on travaille sur les émotions, dans le cadre des tests utilisateurs légers, on utilise assez souvent les 2 premières lignes que vous voyez ici d'un questionnaire visuel qui s'appelle le Self-Assessment Mannequin. La 3e ligne étant souvent mal comprise par la plupart des utilisateurs, avec ici ce qu'on appelle la valence, donc est-ce que l'émotion est négative ou positive, et ici ce qui a différents noms, mais notamment l'éveil, est-ce qu'à ce moment-là on était plutôt agité ou plutôt endormi. Et de la même manière, on peut compléter ça avec des questions ouvertes, croiser les deux et avoir une bonne idée de ce qui se passait sur le plan émotionnel. On a d'autres outils, notamment que je pourrais vous montrer au labo pour faire des mesures physiologiques. Et puis, il y a des outils qu'on a totalement exclus à cause de leurs résultats hasardeux, erronés. Là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, c'est bon. Ensuite, pendant la passation, on utilise un outil qui est extrêmement efficace. Quand j'en parle très souvent aux étudiants en faisant un rappel de ce qu'il y a à retenir, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut se rappeler que le recrutement des participants, c'est long et difficile, premièrement. Et deuxièmement, il faut se rappeler de cette grille d'observation qui a un nom Rainbow Spreadsheet, qui est orientée vers l'observation des difficultés. Alors, on pourrait l'utiliser sur le même principe pour autre chose. Mais là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, à partir d'un tableau vierge, qu'un participant rencontre une difficulté, on la rajoute dans la liste et on met un 1, par exemple comme ici, dans la colonne du participant concerné. Et comme ça, de difficulté en difficulté, de participant en participant, on remplit le tableau, on peut le classer pour avoir les difficultés les plus rencontrées au début et passer très directement à la phase d'analyse avec déjà des valeurs quantitatives, des difficultés observées, sans avoir à remplir une fiche d'observation pour chaque personne, sans avoir à consolider l'ensemble, ce qui est un travail monumental. Et la phase d'analyse, elle peut justement partir de ce tableau et nous amener à tenir un argumentaire. Donc là, on est dans l'approche légère, donc je choisis de vous montrer cette version synthétique qui nous amène à une recommandation. Donc globalement, c'est une conclusion à propos là d'un problème lié au fait de cacher le panneau des exercices. On ne va pas rentrer dans les détails de l'exemple, mais plutôt dans la forme de l'argumentaire, où on prend un élément quantitatif, on le croise avec un élément qualitatif, ce qui nous permet d'identifier un point, de l'illustrer
et ensuite d'émettre une ou plusieurs recommandations, sachant qu'on peut avoir différents niveaux de recommandations. Ça peut être simplement sur le plan esthétique, ça peut nécessiter un peu de travail, quelques jours de travail, ou alors même ça peut nécessiter une phase de reconception. Et donc là, c'est un niveau plus profond. Le chronomètre, je vous en parlais tout à l'heure, et quand on présente les conclusions, on peut aussi mettre en avant d'autres formes de résultats, tels qu'un indicateur temporel. Alors encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres. Là, on choisit d'utiliser le temps. On peut aussi utiliser, ça peut être en complément, le nombre de clics. On peut travailler aussi avec le nombre de pages, par exemple pour un parcours sur le web, et se demander quel est le facteur entre ce qu'on va faire quand on connaît déjà le système. Ça va être le temps de référence. Voilà, là on a une durée de référence. Ça peut être le parcours minimal sur un site web, ça peut être le nombre de clics minimal pour réaliser une tâche dans un logiciel, par exemple. Et on va se demander, à partir de cette durée de référence, combien nos utilisateurs ont mis en moyenne. Là, on a un exemple avec 8 minutes 30 contre 3 minutes 30 pour quelqu'un qui connaît déjà le système. Il déroule le scénario en 3 minutes 30. Nos utilisateurs le font en 8 minutes 30. Ça nous fait un facteur de 2,43. Alors, en soi, ça ne veut rien dire. Et ça ne veut dire que quelque chose si on prend en compte un certain nombre d'éléments, comme la nature du projet, mais aussi et surtout des ordres de grandeur qui ont été travaillés à partir de nombreux tests précédents. Là, par exemple, on est en mesure de dire que quand on a un facteur de 2,43, on a a priori une ergonomie plutôt fluide. On a des exemples où on arrive jusqu'à 6 et où là, on peut dire que non seulement il y a des retouches à faire, mais qu'il y a sûrement une reconception globale à mettre en œuvre. Et je ne pouvais pas terminer sans parler des biais, puisque avec cet exemple tiré de cet excellent livre de Erika Hall, qui a été récemment traduit en français par un titre assez éloigné du titre original, qui est vraiment un livre très intéressant et qui dispose d'une section qui s'appelle « Soyez impartial », qui liste et qui détaille un certain nombre de biais qu'on rencontre de manière assez générale, que nous, effectivement, on peut observer vraiment au quotidien, notamment parce que, bien qu'on en parle à un certain nombre de nos étudiants, le message ne passe pas toujours à 100%. Et puis aussi, on accueille un certain nombre d'entreprises qui louent le labo. Et donc là, on peut observer aussi un certain nombre de choses. Les biais en question, on ne va pas les détailler ensemble là maintenant, évidemment. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas travailler sous cet angle-là sans prendre en compte ce type de biais, sans s'être posé les questions par rapport à la démarche qu'on va déployer et sans se demander si nos résultats vont être exploitables. Par exemple, quand je vous ai montré tout à l'heure la photo où à la fin du test, il faisait nuit alors qu'au début, il faisait jour, on s'est posé la question, est-ce que ça va être un problème? Est-ce que ça va biaiser nos résultats? Est-ce qu'on va devoir refaire la passation à un autre moment? La réponse à ce moment-là avait été non. Néanmoins, il a vraiment fallu se poser la question. Et par rapport à une démarche légère, où potentiellement on va faire des concessions par rapport à une approche qui pourrait être plus rigoureuse par rapport à des objectifs plus exigeants, on doit se demander, est-ce que l'allègement que j'apporte ne va pas apporter des biais qui vont être rédhibitoires par rapport à l'exploitation des résultats. Et donc peut-être avez-vous connaissance d'un certain nombre d'approches dont je ne parle pas ici, mais qui effectivement, par exemple par rapport au biais d'échantillonnage, au lieu d'aller demander à des personnes qui correspondent vraiment aux utilisateurs visés, on va demander un peu à n'importe qui. Au lieu d'avoir un protocole où on définit ce qu'on va faire avec tout le monde, finalement on change de scénario au fur et à mesure, ou éventuellement même on va changer le prototype au fur et à mesure en se basant sur l'avis de 1 ou 2 utilisateurs.
et donc en étant soumis au hasard de manière parfois assez tragique et en mettant en péril éventuellement un projet, éventuellement une entreprise. Donc la question des biais, c'est vraiment fondamental de toute façon. Et quand on se pose la question de l'allègement d'une approche, on se la pose encore plus, puisque à chaque fois qu'on va alléger quelque chose, il va falloir se demander est-ce que ça va apporter un biais rédhibitoire ou pas. Maintenant qu'on a parlé de ces différents éléments méthodologiques qu'on va effectivement définir au moment où on crée un protocole pour un test, voyons quelques exemples de changements qui ont été apportés. On va commencer par des changements qui sont très directement liés au projet dont on parle, qui sont en cours de conception. Et puis, on va aller jusqu'à un exemple en particulier, où là, c'est carrément la stratégie de l'entreprise qui a bougé. Premier exemple, alors ça vient à la fois de projets de nos étudiants, de projets de recherche et développement auxquels on a participé, et aussi de prestations qu'on a fait pour des clients. Ici, on a une application mobile qui disposait d'une interface assez, on pourrait dire, ésotérique, dans la mesure où elle n'était pas basée sur des standards en termes d'interactivité. Et ça a vraiment perdu les utilisateurs. Seuls les plus téméraires réussissaient finalement à s'en servir. Et finalement, la version finale est revenue vers quelque chose de plus standard, c'est-à-dire qu'on a des boutons et on peut appuyer dessus. Sachant qu'au départ, il fallait prendre une icône et la déplacer vers la zone centrale pour activer une fonction. Et donc ça, c'est un exemple d'évolution vers une interface plus proche des usages courants. Là, on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui. L'innovation, effectivement, on parlait aussi des risques liés à l'innovation. Là, il y a très clairement un risque qui a été évité. On pourrait le dire pour simplifier très fortement que c'était peut-être trop innovant ou alors pas assez accompagné. Il y a plusieurs moyens de le tourner. La solution choisie a été de revenir à quelque chose de plus standard. Exemple inverse. L'exemple d'une innovation au niveau de l'interface de navigation. Et dans cet exemple-là, on n'a pas un composant standard d'interaction, on en propose un nouveau. Mais on le fait de manière très explicite sur le plan graphique, avec un curseur, des pyramides inversées ici, et une pyramide qui nous permet de nous déplacer. Et vous allez voir dans la vidéo que, et ça a été le cas pour la plupart des utilisateurs, il y a une prise en main qui se fait en quelques secondes et ensuite qui donne lieu à une utilisation plutôt ludique. Regardez ce qui se passe. On arrive sur la page, on se demande qu'est-ce que c'est très voyant, on est incité à s'en servir, on essaye, on a vu ce que ça faisait et dans un deuxième temps, on s'en sert. Et donc ce test a validé que cette innovation au niveau de l'interface, on pouvait la mettre directement entre les mains des utilisateurs. Ensuite, toujours sous l'angle de l'innovation, on a un livre qu'on a voulu adapter en version numérique. Et là, on a bouleversé le mode de lecture, puisque au lieu d'avoir une lecture page par page, on a eu une très longue page, comme si c'était une page web qu'on faisait défiler. Et donc le test a permis de vérifier, dans ce contexte très précis de livre avec des énigmes, que ça permettait effectivement d'avoir une expérience satisfaisante. Autre exemple, cette fois-ci, amenant à prendre davantage en compte les principes du domaine. Alors ça peut paraître étonnant qu'on ait des projets qui viennent et qui négligent des aspects connus dans le domaine, mais ça arrive. Et là, par exemple, on avait un site web qui ne prenait pas en compte le principe de ligne de flottaison. L'écran de ce site paraissait vraiment fermé et n'incitait pas à faire défiler la page. Et quand on utilise les données oculométriques, on peut montrer que les utilisateurs regardent partout au-dessus de la ligne de flottaison et jamais en dessous parce qu'ils n'ont jamais fait défiler la page parce qu'on ne les a pas incités à le faire. Et donc forcément, la version d'après corrigeait ça avec les projets qui étaient coupés en bas de la page, ce qui n'est pas facile puisque la taille de l'écran peut varier.
Un exemple apporté par la prise en compte, cette fois-ci, d'une forte variabilité entre les utilisateurs. L'utilisateur lambda n'existe pas, évidemment, et c'est pour ça que quand on fait un test utilisateur, on s'intéresse aux utilisateurs à qui on s'adresse. Et même quand on fait ça, on observe, dans la plupart des cas, de très grandes différences d'un participant à un autre, parce qu'il y a de nombreux facteurs. Et là, j'en prends un qu'on a observé dans un contexte pédagogique avec le département photo, dans des ateliers pour analyser les stratégies de lecture des photos. Par exemple, des personnes qui regardent directement le sujet en plein centre de l'image et d'autres personnes qui, ne font pas ça, mais qui regardent si l'horizon est vraiment bien droit ou pas. Ce que là, ça met en lumière, c'est que ici, on a une personne qui n'est pas forcément experte dans le domaine de l'image, et là, on a un expert qui, sans explorer l'image, au premier coup d'œil, voit tout de suite que l'horizon n'est pas droit et donc ça attire son attention. Et donc à partir de là, par rapport à des sujets comme celui qu'on voit qui est issu d'une série de photos orientées vers la mode, ben on a certaines personnes qui vont regarder les vêtements, d'autres qui vont regarder les objets, d'autres qui vont regarder les décors, d'autres qui vont regarder les personnes. Et savoir à l'avance comment l'image va être regardée, ça nécessite forcément de se demander qui va le faire et quelles vont être les sources de variabilité dans leur stratégie oculaire. On termine presque avec cet exemple dont je pourrais vous parler un petit peu plus en détail quand on arrivera au labo, qui est un livre CD qui est adapté en version numérique, en rajoutant des jeux. Et à l'occasion de ce test, on s'est rendu compte que les jeux court-circuitaient l'attention qu'on portait à l'histoire. Et normalement, on a une dimension narrative avec une dimension ludique qui était rajoutée pour être à son service. Et au lieu d'être à son service, comme c'est le sens de la flèche sur ce schéma, elle venait court-circuiter l'histoire. Et donc là, c'est l'occasion de revenir à l'essence du projet. Finalement, qu'est-ce que c'est cette adaptation? C'est toujours une histoire. Certes, il y a des jeux, mais c'est toujours une histoire. Et notre avant-dernier exemple, ici, très intéressant pour cette entreprise qui est venue nous voir plusieurs fois, avec une version vraiment en rupture par rapport à la version précédente, d'achat et de lecture de magazines. Et ici, on est dans notre bibliothèque. On veut faire de la place en supprimant un magazine, mais on a cette icône et, pour le dire rapidement, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, les tests ont mis en évidence cette incompréhension, ou le test l'a mis en évidence, et on a fait un certain nombre de recommandations qui ont finalement abouti à une refonte de cet espace avec un espace pour les archives. Ce qui est très intéressant dans le travail de cette entreprise, c'est qu'ils ont accompagné le changement en ajoutant un écran intermédiaire la première fois où on accédait à notre nouvelle bibliothèque pour dire « vous avez des nouvelles possibilités, les voici ». Et donc ça, on rentre déjà dans la stratégie de l'entreprise pour l'accompagnement du changement. Et là où on va encore plus profondément dans la stratégie de l'entreprise, c'est avec cet exemple qui n'est pas nécessaire de rendre particulièrement net. Il s'agissait au départ d'une interface d'un type bien connu, malheureusement, qui est le type usine à gaz, avec des tonnes de choses écrites, disposées, juxtaposées, superposées dans tous les sens. Et c'est là où on est arrivé à multiplier le temps de référence par 6. Ce qui était très problématique au niveau des créneaux. Et on a fait un certain nombre de recommandations. Et quand l'entreprise est venue nous voir pour un nouveau produit, c'est-à-dire la version web de leur outil, cette fois-ci, on n'a pas fait x6 au niveau du temps passé par les utilisateurs. On a fait x2 ou x3, un petit peu comme le 2,43 qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'entre-temps, ils avaient pris en compte la manière dont les utilisateurs allaient pouvoir se servir de leur interface au moment de la conception, en amont, et le résultat était beaucoup plus satisfaisant et ça s'est très bien passé. Voilà pour ces exemples. Je vous invite donc à venir à la visite du labo juste après et je vous remercie de votre attention.